Salut à tous, c'est Imagineer, aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, je dis toujours encore, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et aujourd'hui une vidéo très spéciale qui me tient très à cœur, ça aussi je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est en rapport avec l'Imagineering et plus particulièrement du premier parc Disneyland qui a ouvert à Anaheim en Californie en 1955, donc aux États-Unis, qui est, je le rappelle, le seul parc dans lequel Walt Disney lui-même a posé les pieds. Et bien du coup on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. On aime bien ça. Comment l'idée en fait de Disneyland est venue dans l'esprit de Walt Disney, c'est comme son nom l'indique. Et bien en fait si je résume vite fait, je pense que je vais oublier des petits trucs. Mais Walt Disney avait l'habitude, quand sa fille était très jeune, d'aller dans des parcs d'attractions, style fête foraine, etc. Et donc, pendant que sa fille, je crois qu'elle était en train de faire un carrousel, un truc comme ça, il était posé sur un banc, d'ailleurs un banc, je crois, qui est devenu mythique, hein, point de passage obligé pour un vrai fan Disney qui passe aux États-Unis, hein, voilà. Et donc, il était assis sur ce banc, et il regardait un petit peu autour de lui, et il se rendait compte qu'en fait, les fêtes foraines, c'était un peu crade, si je puis dire. C'était pas vraiment un endroit familial où on pouvait emmener les enfants. C'était pas très jovial, hein, on va utiliser un grand mot. Et du coup, au fond de son esprit, du moins c'est ce qu'il raconte, et c'est de là qu'est germée l'idée, les prémices de Disneyland. Il voulait faire un endroit vraiment dans lequel une famille se sentirait bien, passerait une journée tranquille, que tout soit beau, soit propre, soit sécurisé, etc. Sit on a bench, eating peanuts. I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Et donc cette période-là, c'était vraiment au début, je crois, des années 50, dans les environs 1950-1951. Et donc il avait demandé à un de ses dessinateurs un peu concept, un artiste de Disney Studio, je sais plus c'est quoi le nom exact à l'époque, de lui faire un concept d'un vraiment un tout petit parc qui célébrerait un peu l'Amérique, les valeurs, etc. Comme j'ai dit, un bel endroit. Et donc en fait, ce parc, ce mini-parc, il devait être vraiment au bout de la rue des studios Disney. Et donc cet artiste, il s'appelait Harper Goff, c'était un des pionniers Imagineer. Et dès le début, en fait, il avait l'idée de faire un mini Main Street dans ce parc qui, en quelque sorte, représenterait le petit village de Walt Disney quand il était jeune, de Marceline dans le Missouri. Et donc par exemple sur ce petit concept art qu'on a de ce même Arthur Goff, on peut voir la vision qu'il avait de ce village avec le drugstore. Donc le drugstore, je crois que c'était quincaillerie, des trucs comme ça, le coiffeur, barbershop, et l'intérieur d'un magasin normal, somme toute basique, j'ai envie de dire. Et sur cette photo, le Weekly Bugle, je crois, qui est tout simplement en fait un bureau de poste qui, sans aucun doute, a été inspiré par la jeunesse de Walt Disney. Je sais pas si vous le savez. Et bien en fait, il distribuait les journaux pour son père dans la ville de Kansas City. Et donc parmi ces concept art, on retrouvera le General Store qui fera partie de Main Street lors de l'ouverture de Disneyland en 1955. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le jour de l'ouverture, il y a même eu un petit journal de type fin du 19e siècle qui s'appelait The Disneyland News. Et pour les fins connaisseurs, l'éditeur de ce journal, c'est Marty Sklar, qui était, parce qu'il est décédé maintenant, le vice-président de Walt Disney Imagineering. Alors bien sûr, on connaît Walt Disney, il a tout le temps envie de faire plus, de pousser l'innovation au maximum, de faire quelque chose de grandiose, et donc il a proposé à Harper Goff d'encore augmenter un petit peu, repousser les limites de son parc, qui d'ailleurs n'a pas encore le nom de Disneyland. Il a donc proposé quelques idées supplémentaires, et ensuite a demandé à Harper Goff de refaire un petit dessin, vue d'oiseau en fait, de ce que serait le parc, de ce qu'il représenterait. Donc sur cette photo, on peut voir que déjà c'est très en longueur, le parc est très très simple, il y a des petits points d'eau, le petit train qui fait le tour, ça c'était très important pour Walt Disney, et vraiment quelques attractions. C'était vraiment à la base voué à être un tout petit parc, je sais même pas s'ils voulaient le faire payant d'ailleurs. Voilà, donc c'était vraiment un petit lieu de rencontre pour la famille, entre amis, peu importe, voilà. Et du coup, Harper Goff a, quelques mois après, refait un autre plan vue du ciel qui montre comment les différentes zones du parc se sont développées
et comment en fait elles se complètent l'une entre elles pour que ça fasse quelque chose vraiment d'harmonieux. Mais le problème qui se posait, c'était que Walt Disney ne voulait pas que l'architecture de la ville qui l'entourait interfère un petit peu avec son parc. En fait, il voulait pas qu'il y ait un parc en plein milieu d'une ville comme ça, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se reproduire pour les prochains parcs dans le monde, hein. Vu que la plupart des prochains parcs vont être gigantesques, il faut une très grande place, du coup ils sont vraiment la plupart du temps perdus au milieu de nulle part. Mais bien sûr, on s'en doute, vu la taille de ce schéma, ce n'est pas encore assez. Walt Disney a toujours des idées qui lui viennent chaque semaine, chaque jour et chaque heure. Du coup, en fait, il repropose encore une fois à Harper Goff de grandir encore le parc, d'apporter ses nouveautés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, cette petite zone, elle sera le siège en fait des Walt Disney Animation depuis 1994. Et donc, au fur et à mesure que les idées pour le parc grandissaient, sa taille faisait de même. Donc on peut voir sur ce nouveau plan que Harper Goff a encore poussé les limites de Riverside Drive. Là il était vraiment au maximum, il ne pouvait pas faire plus. Donc il devient bientôt évident que ce site ne serait pas assez grand pour accueillir tout ce qui se passait dans la tête de Walt Disney et des Imagineers. Il est donc très important pour Walt Disney de trouver directement un nouvel endroit pour mettre son nouveau parc. Vers l'année 1952-1953, Walt Disney a interrogé, il a demandé aux Imagineers ce qu'ils pouvaient faire avec 20 hectares, ce qui représente quand même 20 stades de foot environ. En fait, le directeur artistique Marvin Davis, bien connu des Imagineers aussi, il a tenté en fait d'adapter tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, en termes de dessin, etc., sur 20 hectares. Et donc, ça donne ce dessin, et on peut voir que c'est 3 fois la taille de Riverside Drive, et chaque section de carré, je ne sais pas si on peut bien le voir sur le dessin, ça correspond en fait environ à 400 mètres carrés. Au moment de ce dessin, le site actuel qu'on connaît de Disneyland n'a toujours pas été déterminé. Et donc après plusieurs mois, Marvin Davis a implanté un nouveau système qui deviendra la base dans tous les parcs Disney. Marvin Davis a créé le premier plan incluant le concept de noyau central, ou central hub si vous voulez, en fait, dans lequel des terrains, des landes à thèmes différents entouraient un point central du parc. Et ensuite, à partir de ce centre, les clients, les guests auraient la possibilité de pénétrer dans le land de leur choix. Ce système de hub central, il deviendra la base de tous les parcs Disney dans le monde, et même pour la plupart des autres parcs, pas forcément Disney, tout simplement parce que c'est une vision très simple du parc. Les clients, quand ils arrivent, les guests, ils peuvent vite voir, très vite, dans quelle direction ils veulent aller. C'est clair, net et précis. Et puis au moins, ça fait un point central où on peut se rejoindre en début de journée ou en fin de journée. Et bien sûr, dans ce point central trônera le fameux château de la Belle au Bois dormant. Et une fois que Marvin Davis a créé une série de bâtiments détaillés, il a sorti une deuxième génération de ce plan avec le hub pour voir comment tout cela s'harmoniserait ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce plan qui a été utilisé par Walt Disney et Herbert Ryman comme référence pour la création de la première vue plongeante de Disneyland. En septembre 1953, Walt il passa un week-end avec Herbert Ryman, qui a par ailleurs aussi été le directeur artistique de films comme Fantasia, Dumbo, Pinocchio, et ils ont achevé, attention, tenez-vous bien, ce bijou, cette première affiche vue d'oiseau de Disneyland en seulement 2 jours. Pour faire ce chef-d'œuvre, Walt Disney il avait juste une consigne, je cite, « Herbie, je veux juste que cela ne ressemble à rien d'autre dans le monde, et surtout, il doit être entouré par un train. Tout ce que je veux que vous pensiez, c'est quand les gens traversent ou ont accès à tout ce que vous concevez, je veux que lorsqu'ils partent du parc, ils aient le sourire aux lèvres. Retenez bien que c'est tout ce que je vous demande en tant que designer. » Comme cette peinture serait utilisée pour le dévoilement public de Disneyland du 27 octobre 1954 à la télévision, Walt Disney a demandé au peintre spécialisé sur les effets spéciaux Peter Ellenshaw de le peindre sous la forme d'un grand rendu réaliste. Puisqu'il n'y avait pas de toile suffisamment grande pour contenir la taille qu'il envisageait, Peter s'est rendu au département d'animation pour emprunter un de leurs storyboards. Mais au fil des années, les animateurs avaient utilisé des punaises pour fixer d'innombrables dessins sur le mur. Avant même que Peter puisse commencer à peindre, il était confronté à la lourde tâche de remplir des centaines de trous de punaises avec une épaisse couche de peinture. Sur cette photo, on peut voir la même peinture de Peter Ellenshaw, cette fois-ci éclairée par une lumière noire ultraviolette qui transforme en fait la peinture en une scène nocturne. Les plus connaisseurs
connaissent cette technique. Et en fait, Peter a traité tous les effets de lumière, fenêtres, enseignes lumineuses de son rendu avec une peinture spéciale qui brille à la lumière noire. Ce même type de peinture a été après utilisé depuis pour illuminer les scènes de nombreuses attractions des parcs Disneyland. On appellera ça plus tard d'ailleurs le Dark Ride, et on en trouve à Disneyland Paris bien sûr comme Pinocchio, Peter Pan ou bien Blanche-Neige. Cette photographie aérienne, prise lors du premier été du parc en 1955, à quelques jours de l'ouverture je crois, montre à quel point la peinture de Peter Ellen Chauve en fait, qui était d'ailleurs achevée avant l'inauguration des travaux, je le souligne, illustrait avec quasiment une précision parfaite le tracé du futur parc. D'ailleurs on peut dire que c'est un hommage à la vision de Walt que de constater qu'un grand nombre de premiers concepts ont en fait été intégrés au parc final. Ce qui fait bien d'ailleurs référence à la phrase de Walt Disney « Les rêves deviennent réalité, si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et c'est sur cette belle citation que la vidéo d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit j'aime, un petit commentaire et partagez, ça m'aiderait énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas, en espérant vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.